Merci. Donc j'étais le directeur académique à Kinshasa. Alors moi j'ai une tâche encore plus difficile que le général Dembélé, puisque je ne vais pas parler d'une école de maintien de la paix, je vais parler de structures spécifiques au maintien de la paix, je vais parler d'un collège pour lequel les questions du maintien de la paix sont un des aspects du contenu du programme. Mais vous allez voir qu'en creux ou directement, ce que j'ai dit fait tout à fait écho avec le général Gaye, avec qui nous sommes assez proches, mais aussi avec le général Dembélé, qui a dit des choses qui, en fait, font écho directement à ce que je vais dire. En introduction, je voudrais dire tout d'abord remercier l'Observatoire pour son invitation, la capacité de pouvoir prolonger nos contributions du mois d'octobre à New York, mais aussi le plaisir de revenir en Côte d'Ivoire, où j'ai occupé en 2016 les fonctions de directeur du programme de formation de l'Institut des études stratégie et de défense, qui a formé la haute hiérarchie des forces armées et de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je vais parler donc de l'expérience du Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa en République démocratique du Congo, où je suis d'abord intervenu comme formateur sur les modules ONU en 2016 et 2017 pour les 2 premières sessions, et où j'ai effectivement occupé pendant 1 an les fonctions de directeur académique des programmes, donc la 3e session, mais également celle qui a été la création de ce qu'on appelle une session spéciale qui a formé 67 auditeurs civils, comprenant des députés, sénateurs, ministres, directeurs de grands services de l'État ou de l'aviation civile, par exemple, et des généraux de police. Donc ça, c'est un peu cette expérience. Alors, dans ce qui était dit jusqu'à présent, dans les propos introductifs, il y a beaucoup d'éléments, comme je l'ai dit, qui font effectivement de l'exemple spécifique dont je vais parler certainement un élément de réflexion, peut-être pour aborder la partie haute, effectivement, du contenu de nos travaux. La création du CHESD est intervenue dans un contexte tout à fait particulier. Tout d'abord, le CHESD n'est pas le produit d'une action de coopération, de l'influence d'acteurs extérieurs, n'a jamais été mentionné dans un rapport de l'ONU, mais c'est bien le fruit d'une décision indépendante et souveraine d'un pays, la République démocratique du Congo. Il naît d'un constat fait par les autorités locales dont on peut souligner quelques aspects importants. Tout d'abord, le besoin de revoir en profondeur la formation des hauts responsables militaires ayant en majorité souffert de lacunes en raison des événements propres à leur pays ou de leur intégration tardive dans les forces régulières. C'est une observation d'ailleurs qui ne se limite certainement pas à la RDC et à l'Afrique. Deuxième point, la compréhension du fait qu'il est nécessaire de ne pas se contenter d'un renforcement des premiers niveaux de formation des officiers, mais de faire un effort sans précédent, notamment sur le niveau le plus élevé, compte tenu de la dimension stratégique de ce que l'on peut appeler une approche par le haut. Enfin, la conviction que continuer d'envoyer à travers le monde quelques officiers en Chine, en France ou ailleurs, n'apportera jamais la réponse, pour une armée quand même de taille importante, à ces besoins particuliers, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des profondes réformes, d'accompagner un besoin en renforcement capacitaire, de développer des synergies à l'intérieur des acteurs sécuritaires, mais également à l'extérieur, et aussi d'avoir une approche plus préventive que réactive, à la hauteur des responsabilités qu'une nation se doit d'exercer au plan national et régional en matière de sécurité globale. Il importait de créer une structure propre, adaptée aux besoins du pays et de sa région. Cette approche visionnaire débouche sur une caractéristique que l'on peut placer sous le double chapeau de l'appropriation et de la recherche d'une autonomie stratégique, que de nombreux responsables africains appellent de leur vœu. Faire appel à un partenaire extérieur, en l'occurrence l'Institut français Thémis, pour aider à la mise en œuvre de ce programme de haut niveau, ne doit pas faire oublier l'essentiel. Le CHESD est bien une structure congolaise, avec une infrastructure autofinancée et un encadrement national qui n'aura nécessité que 18 mois pour être mis en place et fonctionnel. Au départ, si les autorités ont fait appel à des formateurs extérieurs, étrangers, elles ont aussi demandé d'établir un plan de congolisation des formateurs pour arriver à terme à une pleine autonomie sur une ressource locale et régionale. La participation d'intervenants de haut niveau
très majoritairement africain au colloque organisé au collège, en est une première étape significative. Cette volonté d'appropriation et de recherche d'autonomie stratégique s'explique aussi par le constat d'une insuffisance en matière de réflexion stratégique et de la volonté des acteurs locaux d'être les premiers acteurs pour bien faire face aux défis sécuritaires du pays et de la région. Un autre point qui mérite d'être souligné est, lui, circonstanciel. En 2015, le contingent congolais de la MINUSCA est rapatrié sur décision du DOMP, car il ne respecte pas les standards opérationnels et de comportement de l'ONU. Il convient de rappeler que les événements qui ont précédé le déploiement de cette force en RCA ont eu des conséquences sécuritaires sur le propre territoire de la RDC, qui accueille toujours un nombre très important de réfugiés venant de ce pays. Et rappelons également que les deux pays ont une frontière commune de plus de 1500 km. La décision de rapatriement, qui s'appliquait d'ailleurs à d'autres pays contributeurs francophones de la région, a certainement renforcé la prise de conscience à Kinshasa que des actions devaient être entreprises et qu'il était nécessaire de poursuivre une forme d'introspection, ce sont les termes des ministres du pays, sur les raisons de la faiblesse des institutions sécuritaires du pays et des remèdes à y apporter. Comme nous le savons, entrer dans le maintien de la paix pour un pays contributeur impose des investissements. Dans le cas de la RDC, les crédits qui avaient été prévus pour la relève de leur contingent et aux achats nécessaires pour le mettre aux normes attendues ont pu être reversés pour lancer le financement de ce projet. Pour terminer avec l'analyse du cadre de la création du CHERS et d'en tirer quelques enseignements et des recommandations, il convient d'aborder quelques autres aspects. La formation dispensée au CHESD concerne au départ les généraux et des colonels anciens sélectionnés. Elle vise à leur donner des connaissances et développer leurs compétences dans les domaines allant de la politique sécuritaire des institutions africaines à l'approche globale des crises et des opérations au niveau interarmé, interministériel et international, ou à la planification des opérations au niveau stratégique, opératif et tactique. Cet enseignement va de pair avec un travail de recherche attendu des auditeurs, qui se développe sous différentes formes, rédaction de mémoires, séminaires et colloques internationaux, publications, associations avec d'autres centres de recherche ou universitaires. À noter que ce volet important s'exerce sous la responsabilité du professeur Musila, dont nous regrettons l'absence, puisqu'il était prévu de participer à nos travaux aujourd'hui. Le professeur Musila est le chef du département d'études doctrinales et de recherche stratégique du CHESD. Ce travail de réflexion analytique et prospective, qui englobe des questions plus larges que le maintien de la paix, se place également clairement au niveau régional, ce qui justifie qu'il soit dispensé au cœur de la sous-région, très majoritairement francophone. 2 ans seulement après sa création, le CHESD a été certifié en tant que centre d'excellence stratégique régional de formation sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité par la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC en sigle. Selon les termes de l'arrêté ministériel qui en détermine son fonctionnement, il est tenu de dispenser des formations dans les logs officiels de la CEAC, je cite, pour les modules concernés, en tenant compte de l'approche genre et des normes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine. Depuis 2017, les cours sont ouverts à des auditeurs issus des pays de la CEAC. Quels sont les autres attendus de cette labellisation régionale ? De dispenser à l'attention des personnels civils et militaires choisis par la CEAC des formations courtes, spécialisées, visant à développer des compétences, renforcer la capacité des acteurs sécuritaires issus de la région. En outre, appuyer la réflexion prospective sur les questions prioritaires et de niveau stratégique intéressant la CEAC et ses partenaires. Cette réflexion est censée se faire en réponse aux attentes exprimées par la CEAC. De mon point de vue, le CHESD, qui travaille maintenant depuis plus de 3 ans, notamment de manière prospective, sur un large éventail de questions sécuritaires, est déjà en mesure d'apporter à la sous-région une contribution en amont de veille et de réflexion stratégique en coordination avec d'autres centres de recherche. On ne peut parler de durabilité d'un projet sans aborder la question de son financement. Pour le CHESD, construit initialement exclusivement grâce à des ressources financières nationales, la question de la pérennité se pose. Alors que se développent des activités qui ont un coût, voyages d'études, colloques,
extension de l'infrastructure. La labellisation en tant que centre stratégique d'excellence régionale par la CEAC ouvre des possibilités d'accès à des financements de l'Union africaine. Afin de se mettre en conformité avec les règles fixant les conditions d'accès à ces financements, une révision complète des procédures du Collège et d'ajustement dans sa chaîne de commandement ont été initiées. D'autres voies sont à l'étude, comme la recherche d'autres financements, le développement de partenariats avec d'autres centres régionaux, l'imputation des frais des auditeurs civils venant d'autres ministères. Pour conclure ce tableau, on peut noter que si le CHESD n'est ni une école à vocation régionale dans le modèle que nous connaissons par ailleurs, ni un centre dédié exclusivement à la formation des pays contributeurs aux opérations de paix, il n'en respecte pas moins certaines des caractéristiques que Richard Gowan a soulignées dans une étude. La durabilité, dès sa conception, il a été bien compris par ses fondateurs qu'il ne s'agissait pas seulement de dispenser quelques cours, mais de construire tout l'environnement, encadrement, infrastructure, soutien pour en assurer la pérennité. La normalisation. Les responsables de la formation, à la demande expresse des autorités nationales, s'assurent que le contenu des formations est adapté régulièrement et dispensé d'une manière pratique pour être en conformité avec les besoins présents et futurs du pays et de la région, mais aussi parfaitement respectueux des normes applicables dans les structures nationales, africaines et onusiennes pour le personnel formé. La spécialisation, la formation vise à combler des lacunes bien identifiées, à répondre aux besoins indispensables pour permettre au cadre supérieur d'évoluer dans le milieu complexe des opérations multinationales, multidimensionnelles et dans un environnement sécuritaire évolutif. Alors, de cette expérience unique, dont il faut bien souligner qu'il a vu le jour dans un grand pays francophone, que faut-il considérer plus précisément pour nos travaux et in fine en retenir? Ce n'est pas à moi de parler au nom des autorités de la RDC, mais je peux apporter quelques éléments de réflexion. Comme nous l'avons montré, le défi de ce pays en matière sécuritaire, comme pour d'autres pays d'Afrique, va bien au-delà du simple respect de normes de contribution au maintien de la paix. Mais les réponses aux défis sécuritaires de formation au maintien de la paix, les réponses aux défis sécuritaires et celles spécifiques à la formation au maintien de la paix ne sont pas des domaines exclusifs. Ceci nous amène à revenir à la question de la spécialisation. Comme nous l'avons écrit notamment avec le général Gaye, les défis sécuritaires d'aujourd'hui et de demain sont complexes et méritent une réponse adaptée des Nations Unies qui s'exerce de plus en plus en complémentarité avec d'autres acteurs, notamment africains. Un excès de spécialisation des formations onusiennes pourrait conduire à donner l'illusion que l'on peut se contenter de réponses onusiennes à des questions pour lesquelles le maintien de la paix n'est qu'une part de la réponse. Ceci est particulièrement vrai dans les plus hauts niveaux de formation, lorsqu'il est question de préparation de l'avenir, de primauté des questions politiques et où les réponses sécuritaires doivent être conçues non comme de simples tâches, mais dans la durée, leur dimension régionale et la variété des facteurs qu'elles englobent. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que des cours très spécialisés sur des procédures ONU ne sont plus nécessaires, et le guide du contributeur en est une bonne illustration, mais la formation de haut niveau peut et doit se concevoir aussi dans un cadre plus large. Sur la question du contenu de la formation, je citerai 2 points qui me semblent très importants. Tout d'abord, l'heure est venue à la poursuite du développement et d'une révision de la doctrine du maintien de la paix. Nous sommes nombreux à le recommander pour mieux tenir compte d'une meilleure prise en compte du rôle complémentaire des acteurs non onusiens, des réformes systémiques attendues à l'intérieur de l'organisation et de l'évolution des mandats, notamment dans le langage sur la protection des civils ou sur les processus de désarmement des groupes armés. Le second aspect, qui est aussi important, concerne l'adaptation de cette doctrine, de ce corpus doctrinal et la façon dont elle est enseignée, qui doivent en particulier mieux prendre en compte le retour d'expérience que les acteurs africains qui opèrent sur tout l'éventail des opérations peuvent tirer. L'enseignement de fonctions spécifiques comme la logistique, la planification des opérations peuvent bien sûr toujours s'appuyer sur des manuels ou des règlements occidentaux.
Je pense néanmoins que le moment est venu de passer d'un référentiel occidental, entre guillemets, au développement d'un corpus réglementaire et doctrinal que les Nations Unies, l'Union africaine, peut-être aussi l'OIF, peuvent aider à développer et à harmoniser, et que les acteurs africains, notamment francophones, doivent s'approprier. Cela facilitera la formation, en réduira le coût. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, les francophones ne doivent pas avoir peur de devenir aussi des faiseurs de normes. Enfin, compte tenu du temps qui nous est imparti, je me contenterai de reconnaître que l'on est en train de passer, c'est mon point de vue, notamment en Afrique, à un autre modèle en ce qui concerne la question de la formation. On passe en fait d'une approche fondée sur une tradition de coopération, où il s'agissait d'apprendre aux autres, à un nouveau paradigme où il s'agit d'aider les premiers acteurs in situ à pouvoir exercer effectivement toutes leurs responsabilités en matière de formation avec les différents partenaires qu'ils auront choisis. Pour conclure, l'exemple du CHES de Kinshasa est remarquable pour son concept visionnaire, son originalité et la rapidité de son développement en tant que structure de formation de haut niveau, assez novatrice et en particulier dans l'espace francophone, même si elle n'est pas encore aboutie. Dans un contexte évolutif, le CHESD doit garder une capacité de s'adapter, d'identifier précisément et d'épouser au mieux les besoins en matière de formation. Encore fragile, il doit poursuivre sa consolidation et sa pérennisation en renforçant son organisation, en développant ses partenariats et surtout en trouvant des appuis solides, notamment d'ordre financier, pour conserver sa raison d'être, développer sa crédibilité et, comme le veut sa devise, être reconnu pour sa vision pour l'excellence. Je vous remercie.